Donc, quand on a proposé en fait ce sujet sur les silences et les absences dans le patrimoine maritime, j'ai tout de suite pensé, par rapport à mon propre territoire, j'ai tout de suite pensé en fait aux femmes d'usine. Aux femmes d'usine et à la place ou à la non-place en fait qu'elles occupent dans la construction du patrimoine maritime à Douarnenez. Pourquoi à Douarnenez? Tout simplement parce que Douarnenez a joué un rôle moteur important dans ce mouvement du patrimoine maritime depuis la fin des années 70 en Bretagne et au-delà aussi en France. On va y arriver. Donc j'avais pensé à un autre titre qui était carrément l'évincement des femmes dans la construction du patrimoine maritime en Bretagne. Je l'ai trouvé un peu fort, un peu trop provocateur, donc je l'ai abandonné, mais je n'en pense pas forcément tout à fait moins, même si il y a des évolutions importantes en fait qui se sont lancées depuis quelques temps. Bon. J'aimerais bien que ça se lance en grand format. Sinon, sur la cartographie, enfin, vous suffit à peu près, on va continuer comme ça. Donc, Douarnenez, où est-ce que ça se situe? Douarnenez, ça se situe dans le Finistère, tout à fait à l'ouest de la Bretagne, dans la baie du même nom, baie de Douarnenez, juste en bas de la presqu'île de Crozon, entre Crozon et la pointe du Raz qui se situe ici. Douarnenez, c'est une ville dite aux trois ports. Nous avons actuellement un port, le port de Rosemeur, qui est un très grand port, qui est le port industriel et le port de pêche, en quelque sorte, de la ville de Douarnenez. L'aria du port Rue, qui correspond à l'ancien port de commerce. Et enfin, actuellement, un port de plaisance, situé ici. Donc, Douarnenez, donc, comme je le disais, dans le Finistère, a joué un rôle de pionnier, un rôle de moteur dans le mouvement du patrimoine maritime. Il a poussé ce mouvement à son paroxysme, développant des projets de très grande ampleur et qui ont suscité aussi les espoirs les plus fous. Par ces exagérations même, ce qui s'est passé à Douarnenez est représentatif, à mon avis, de la façon dont s'est construite la notion de patrimoine maritime en Bretagne et au-delà en France, du moins à ses débuts, dans la génération 1980-2000. Ce qui a provoqué en fait la proposition de ce sujet est la confrontation de deux événements qui se sont passés à Douarnenez dans la décennie 2000. Le premier est en mai 2004, un bateau qui appartenait à la collection du musée, qui, du fait d'un certain nombre de difficultés, étant arrivé effectivement en fin de vie complète, avait été déclassé par la direction des musées de France. Après un relevé extrêmement précis fait au laser scanner 3D, il a été décidé que le bateau devait partir au cimetière marin, tout simplement, pour y finir sa vie. Le bateau étant dans un état qui était plus qu'à l'état de ruine, il était quasiment à l'état de compost en réalité. Ce bateau était le Biche, un des derniers tonniers de l'île de Rouen. La perspective même que ce bateau aille au cimetière marin de Port-Saint-Néostic a suscité un mouvement extraordinaire de mobilisation d'une certaine frange de la population de Douarnenez qui ont quasiment rapté le bateau de nuit. La situation s'est envenimée de façon extrêmement forte puisque le préfet lui-même de région a été réveillé en pleine nuit. Les gendarmes se sont mobilisés. Il y a eu une situation d'extrême tension, tout ça pour, vulgairement parlant, un bout de bois, tout simplement. Un bout de bois qu'ils ont réussi à renflouer, donc vous voyez un petit peu le dispositif qui ont été mis en place, qu'ils ont réussi à renflouer et qu'ils ont amené successivement à Brest, puis à Lorient. Ils ont lancé tout un chantier de restauration du style du Biche. En réalité, il s'agit de la construction d'une réplique, tout simplement, puisque aucune pièce d'origine du bateau n'a pu être sauvée. Et c'est bien affaire à une réplique que cette association, puisque c'est une association, c'est bien une réplique que cette association a entrepris. C'est assez étonnant parce que juste avant de l'envoyer le bateau à Port-Saint-Néostic, on leur avait proposé justement les plans, les relevés 3D pour qu'ils puissent justement construire une réplique. Alors pourquoi
une population relativement nombreuse, puisque c'est plusieurs dizaines de personnes se sont mobilisées, acharnées pour sauver ce bout de bois, ça m'a toujours un petit peu interpellé. Et ce qui m'a interpellé, c'est ce qui s'est passé 6 ans après. 6 ans après, le bâtiment que vous avez devant vous correspond à une des plus anciennes conserveries de Douarnenez. Il s'agit de l'usine Rouge. L'usine Rouge était la plus importante conserverie de la ville de Douarn, qui en a compté jusqu'à 40 dans les années 1880. Cette usine rouge est très symbolique. On dit de Douarnenez qu'elle est la ville rouge, parce qu'elle a été la première ville communiste de France, mais aussi en raison de la couleur de brique de cette usine. Et cette usine a été détruite en 2011. Elle a été détruite en 2011, et alors que des milliers de femmes ont travaillé dans cette usine, personne n'a bougé. Pas une protestation, pas un petit doigt. Je n'ai même pas vu un article dans le journal regrettant cette disparition, proposant même de faire quelque chose de ce bâtiment, qui, pendant un siècle, a été vu par tous les bateaux qui arrivaient à Douarn et constituait en quelque sorte l'étape ultime de leur pêche, la transformation du poisson. Alors, il m'a semblé là qu'il y avait quelque chose qui était quand même tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce qu'on arrive à mobiliser autant de personnes pour sauver un morceau de bois dont on ne va finalement rien faire? Et pourquoi d'un bâtiment comme ça, si emblématique, si présent sur le port, un bâtiment petit comme ça disparaître sans que personne n'imagine même faire autre chose de ce bâtiment? Ça me semble tout à fait révélateur d'un espèce de conflit à l'intérieur de la ville, ou du moins d'une forme de sélection, on parlait de sélection au niveau du patrimoine, donc d'une forme de sélection qui ne paraît pas juste et pas tout à fait s'inscrire dans ce qu'a été l'histoire de ce port. Donc, mon propos là était de revenir, pour essayer de comprendre le pourquoi de tout ça, de revenir un petit peu sur comment le mouvement du patrimoine maritime s'est construit en Bretagne, et sur quelle base, et quelles évolutions finalement, où en est-il arrivé? Donc le mouvement du patrimoine maritime, grosso modo, c'est un mouvement au départ qui est un fantastique mouvement populaire. Il apparaît dans les années 70, et les pouvoirs publics vont assez rapidement l'accompagner jusqu'à son acmé dans les années 80-90. Ce concept de patrimoine maritime est récent en France, et sa reconnaissance officielle par les pouvoirs publics remonte à exactement à 30 ans. C'est en effet en 1981 que fut signé à bord du 3 mâts EBM par les ministres de la Mer Louis Lepinsec et de la Culture Jacques Lang, une charte où ces notions et la nécessité de la prendre en considération apparaissent clairement. Elle a été suivie ensuite par un accompagnement des pouvoirs publics, donc sous forme d'abord du dispositif de classement monument historique de certains bateaux, 1983, et puis on peut y adjoindre par certains côtés la loi littorale en 1986. Alors d'où vient cette construction? Cette construction, en fait, elle remonte à une situation qui vient de l'après-guerre. Et grosso modo, on la décompose en 3 temps. Un premier temps que on qualifie de temps de l'ignorance, qui correspond à la période des crises des économies maritimes, notamment en Bretagne, entre 1950 et 1980. Durant cette période, les économies maritimes issues de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle subissent une crise assez brutale. Ça aboutit à leur restructuration et à leur concentration, vécue alors comme une véritable catastrophe économique, sociale et territoriale par les populations. Bien évidemment, dans ce contexte, la patrimonialisation n'est pas du tout à l'ordre du jour. Les bateaux anciens pourrissent au fond des ports, les bâtiments portuaires désaffectés sont abandonnés. Les héritages maritimes sont laissés dans l'indifférence générale et l'heure est à la modernisation. Cette modernisation va prendre deux formes. La première, prendre une grande forme qui est d'importantes transformations qui vont être soit pour accroître leur capacité et les transformer en port industriel, soit pour accueillir de la plaisance. Alors à Douarnenez, ça va être effectivement très spectaculaire avec la création entre 1946 et 1958 d'un port de pêche industriel qui va aboutir à la fin
du centrage sur la baie des pêches artisanales respectueuses des stocks au profit d'une pêche industrielle que symbolisent les chalutiers en acier. Dans le même temps, les conserveries s'effondrent, puisqu'on passe de 7 usines en 1956 à 14 en 1959, 12 en 1960, 10 en 1961, pour n'être plus que 5 en 1983. Je rappelle qu'en 1890, à peu près, on estimait à 40 usines le nombre d'usines sur Douarnenez. Donc cette démutation va s'effectuer au bénéfice du mareyage, qui va encourager le développement du chalutage. On va perdre le côté artisanal, les armements vont prendre la place de cette pêche artisanale, mais en réalité, bien que le chalutage prenne son essor, dès le début des années 80, les signes de réduction d'activité, quelles que soient les pêches, se multiplient. Du côté du port de plaisance, qui se lance à ce moment-là, c'est bien l'activité qui semble la plus dynamique. Des régates commencent à s'y développer, de 4 en 1960, elles deviennent 32 en 1962, un centre nautique est créé en 1960 et s'ouvre alors sous voile scolaire. Et le port de plaisance est une réalité entre 1966 et 1970. Alors face à cette évolution importante, les années 70 correspondent à une prise de conscience. Car ces aménagements portuaires, ces vastes tentatives de modernisation sont dévorants d'espace dans deux lieux où celui-ci est compté. Les bateaux de travail des périodes précédentes disparaissent. Face à ce constat, et notamment en s'appuyant sur la publication de 3 ouvrages fondateurs, qui sont le bateau des côtes de France de François Baudouin, Broye, l'île d'Étonnier de Duviard et Arvag, Voile au travail en Bretagne Atlantique, qui est publié à Douarnenez en 1978, des personnes se mobilisent, se regroupent localement, se constituent en association de défense et montent des projets. Ces personnes sont liées d'une manière ou d'une autre à la mer, soit par atavisme, soit par le lieu de résidence. Et ces premiers acteurs sont souvent animés par l'esprit très revival de la décennie des années 70. Ainsi, à Douarnenez se constitue en 1979 une association Trésour, qui en breton signifie le passeur, qui va effectuer un immense travail de collectage de bateaux abandonnés dans les flasières. Partant sur leurs week-ends, sur leurs vacances à la recherche de ces bateaux, les bénévoles de cette association étudient les littoraux de France et d'Europe. Se constitue ainsi rapidement une collection d'une ampleur tout à fait exceptionnelle, aux provenances multiples, telles que le Portugal, l'Irlande, le Vietnam, et même si cette collection, pour la moitié, est d'origine bretonne. En 1981, une revue est fondée à Douarnenez appelée Un riche avenir, le Chasse-Marais. Et dans le même temps, la Fédération des associations patrimoniales de la région, nouvellement créée en 1979, s'y établit, consacrant ainsi le rôle d'avant-garde de Douarnenez dans cette dynamique. Alors, dans le contexte en fait de l'engouement des années 80, une dynamique exceptionnelle va se mettre en place et va suivre. Elle va atteindre effectivement son paroxysme à Douarnenez, notamment à partir de 1982, lorsqu'un premier rassemblement de vieux gréments est organisé en rade de Brest. Le succès est au rendez-vous et dès 1986, la manifestation émigre à Douarnenez. D'une soixantaine d'embarcations à ses débuts, cet événement accueille désormais plus de 400 navires et attire près de 100 000 visiteurs. C'est là l'origine des célèbres fêtes de Brest et de Douarnenez. En 1985 se crée à Douarnenez le musée du bateau et du marin, contrôlé par la direction du musée de France, ancêtre du port musée, et à proximité immédiate un centre de formation en charpenterie de marine, les ateliers de l'enfer. Donc, en quelque sorte, avec le Chasse-Marais, la revue Le Chasse-Marais, le rassemblement des vieux gréments, la Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime, le musée et le centre de formation, s'est constitué à Douarnenez en moins de 10 ans un pôle de première importance concentrant la plupart des acteurs bretons de la vague patrimoniale maritime. Ces acteurs vont porter un mouvement qui va rapidement essaimer en Bretagne et au-delà, et qui, comme je le disais précédemment, va être accompagné par les pouvoirs publics. La notion de patrimoine maritime qui se construit alors est très exclusive en réalité. Dans les sillages des publications de la fin des années 70, elle se concentre sur le bateau. Un bateau que l'on fait naviguer, que l'on doit entretenir et qui devient aussi le symbole de la ville, d'un territoire. Le lancement en 1989 du concours des bateaux des Côtes de France par la revue du Chasse-Marais dans la perspective de la grande fête maritime Brest-Douarnenez 92
fait office de détonateur. Parce que les vieux gréements authentiques n'étaient déjà plus très nombreux, la construction de répliques de bateaux, désormais disparues, se met en place. En 1989, c'est plus de 90 projets qui sont déposés pour la Bretagne. Alors, au final, quand on y réfléchit, c'est un phénomène assez étrange, tant du point de vue de son objet que de son ampleur, et de la ritualisation que celle-ci va entraîner, que l'apparition d'un objet patrimonial au statut incertain, le nouveau vieux gréement. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut y reconnaître un processus authentique de patrimonialisation, porté souvent par un système de souscription populaire, une stratégie au demeurant très habile, qui fait s'approprier le bateau par la population. La mémoire des anciens est sollicitée, le chantier, souvent ouvert avec des rythmes festifs, correspondant aux étapes de progression de la construction. Au terme du chantier, la consécration correspond à la participation du bateau au rassemblement de Brest et de Douarnenez. Parallèlement à la constitution de cette flotte, très majoritairement constituée de répliques, se développe en effet les fêtes maritimes, grande manifestation collective où cette flotte, accompagnée de centaines de petits bâtiments, se donne à voir. Alors, vous avez là un des plus récents construction de répliques, puisqu'il s'agit de la construction du Lamboustier Skélic à Douarnenez, la pose du pont. Donc oui, ce phénomène n'est toujours pas tout à fait encore en résonance. Quelques exemples de ces bateaux qui ont été construits dans ce mouvement-là. Et puis ici, bon là, évidemment, de loin, vous n'allez pas forcément voir, mais vous allez voir en fait à quel point la Bretagne a été moteur de ce mouvement, puisque la concentration se fait presque exclusivement sur les côtes bretonnes, et notamment dans la région de Douarnenez. Alors, ce mouvement n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Et puis surtout, on a assisté en fait tout le long des années 80 puis 90 au développement des fêtes du patrimoine maritime. Alors, en très peu de temps, en fait, le rassemblement des bateaux traditionnels a pris une ampleur si considérable qu'ils ont écrasé par leur fréquentation et par leur communication toutes les fêtes traditionnelles liées au monde de la mer, qui apparaissent désormais un peu comme révolues, comme désuètes ou folkloriques, parfois dans l'acceptation péjorative du terme. Cette prééminence des fêtes maritimes, en réalité, semble correspondre à une espèce de dialectique qui correspond à la fin de la crise, à la période de crise de la pêche. D'un côté, la mer, ses ressources halieutiques, des prélèvements et l'épuisement des stocks. Et de l'autre côté, l'espace confiné, plus ou moins sécurisant des baies et des rades, au milieu du capotage, les loisirs et le tourisme, une vision lisse et théâtralisée de la mer. Les fêtes maritimes sont rapidement devenues de vastes entreprises qui correspondent plutôt à de l'économie touristique et du loisir, à qui l'on demande des retours sur investissement et qui se professionnalisent en conséquence. D'où ces questionnements et ces constatations qu'on peut faire sur les fêtes du patrimoine maritime. Une représentation consensuelle, esthétique, lisse et théâtralisée, une médiatisation très forte, embellissant l'usage du site et cherchant le plus large public possible, et une qualification qui reste cependant nuancée compte tenu de leurs origines et de leur volonté en premier au départ de tout de même travailler sur les bateaux de travail, de les sauvegarder. Garder peut-être une petite nuance. Mais ces questionnements sont quand même largement posés. Et globalement, un questionnement plus fort, quelle place dans ce mouvement, quand on le perçoit sur la longue durée, depuis la fin des années 70, finalement pour les sociétés maritimes et les sociétés actuelles ou passées? Alors, l'histoire du port-musée, en fait, elle a participé pleinement à cette évolution qui aboutit finalement à ce que j'appelais une manifestation assez théâtralisée, assez lisse du monde de la mer, dans lequel on trouve à la fois des bateaux de travail, des répliques de bateaux de travail, mais aussi des répliques de bateaux du 18e où on est complètement en déconnexion en fait avec un héritage récent. Les histoires du port-musée a participé de cette aventure.
mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 2000, entre 1995 et 2000, la fréquentation du port musée s'effondre littéralement. Alors elle s'effondre pour des raisons qui sont conjoncturelles, c'est-à-dire un problème financier à l'époque de gestion important, donc évidemment une activité moindre, mais aussi on constate, même si on n'a pas voulu le reconnaître tout à fait à l'époque, un problème de non-adhésion de la population au projet, de non-reconnaissance dans le musée de ce qui faisait, elle, sa culture. Et c'est sur cette base, en fait, c'est sur ce constat qu'est arrivé, qu'une nouvelle réflexion est arrivée. Le port musée, en 2003, dépose donc un nouveau projet scientifique et culturel, et de musée technique consacré à la construction navale, il devient musée d'ethnologie et de société. Il réouvre en 2006 avec un élargissement du champ scientifique, davantage centré sur les habitants du littoral, partant du principe que finalement le patrimoine maritime ne pouvait pas être considéré uniquement que comme le patrimoine des bateaux qui prenaient la mer, mais qui correspond également en fait à l'ensemble du littoral et des contextes portuaires. Je vais passer rapidement puisque voilà. Donc simplement je voulais vous montrer. Donc une programmation du port musée qui se veut se décliner désormais en 3 axes: la valorisation du territoire et de la mémoire collective, l'ouverture aux horizons lointains comme autant de contrepoints à la propre histoire de Douarnenez, et aussi d'aborder les questions et les enjeux contemporains. Bref, c'est recentrer un musée qui était centré uniquement sur le bateau, le recentrer sur la notion d'humain, sur la notion de l'homme et de la vision à travers le bateau, de la vision de l'homme et de l'habitant du littoral. Donc on le voit dans ce petit document, là vous ne voyez pas, il est trop petit, mais on a plusieurs éléments. Alors prendre en compte la dimension du port et du littoral nous a fait tout d'un coup prendre conscience d'une évidence. C'est les oubliés dans le mouvement du patrimoine maritime, et notamment les femmes, près de la moitié de la population. Alors Douarnenez, effectivement, est passé entre 1830, où il y avait à peu près 2000 habitants, est arrivé en 1906 à plus de 13 000 habitants, en 1911 à 24 000 habitants, soit une multiplication par 10 de la population en moins de 100 ans. Aujourd'hui, on a 16 000. Se dire qu'on oubliait finalement de parler des femmes, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas au moins la moitié de la population, ce qui fait un peu, commençait à être un peu gênant. Et puis, en y réfléchissant, sur le contexte politique de Douarn, sur son évolution, sur sa vie, on se rend compte que les femmes ont été tout à fait des actrices tout à fait essentielles de l'identité douarneniste. Ouvrières dans les conserveries, quasiment toutes, soit filles d'usine, soit femmes d'usine. Elles ont eu un rôle extrêmement important dans les luttes sociales et dans la construction de l'identité politique de Douarnenez. Elles ont œuvré également dans les filatures. Sur le port, ce ne sont que les femmes qui tiennent les bistrots, et on sait le rôle des bistrots dans la vie maritime. Et puis enfin, c'est elles qui détiennent la mémoire générationnelle, qui font face à l'absence des hommes, et qui ont aussi porté l'éducation des enfants, et donc la transmission. Et pourtant, elles nous semblaient complètement absentes, nous, dans nos précédents projets du musée. On parlait que du bateau sous un nom technique, et on parlait que du marin qui finalement n'était quasiment jamais là. Donc les filles d'usine, même si effectivement elles étaient bien plus nombreuses à la fin du 19e, elles sont toujours encore très présentes sur Douarnenez. Nous avons 3 usines actuellement qui fonctionnent encore: Cobreco, qui est moins connu, Chancerelle, qui produit les conserves de leucométhane, et puis Petit Navire, voilà, qui correspondent quand même à plusieurs centaines d'ouvrières actuellement qui œuvrent encore dans le port de Douarn. Ce sont des femmes qui ont eu un rôle, comme je disais, extrêmement important en termes de lutte sociale et de construction politique. 2 événements simplement. En 1905, elles organisent une immense grève qui va aboutir à la rémunération à l'heure pour les ouvrières d'usine des Sardinières. C'est une grève qui est menée de façon extrêmement dure, qui est gagnée de haute lutte et qui est suivie en particulier de façon très forte par le Parti communiste français à l'époque.
En 1925, nouvelle grève, avoir une rémunération portée à 1 franc l'heure. C'est une grève qui aura également une énorme portée politique. Il y aura une mobilisation nationale pour les caisses de grévistes. C'est quand même une grève aussi qui va aboutir à une tentative d'assassinat du maire de Douarnenez, qui est communiste à l'époque et qui soutient la grève, payé des mercenaires payés par un des conservateurs qui tente de l'exécuter, et qui aura même des répercussions jusqu'en Union soviétique, puisque la principale meneuse de cette grève a été invitée pour les 10 ans de la Révolution d'octobre en URSS. Douarnenez, à l'époque, est déjà une ville communiste. Elle est la plus ancienne ville communiste de France. Elle a été ville communiste en 1921, tout de suite après le congrès de Tours. C'est Sébastien Velli qui est à l'époque élu maire. Et dans le conseil municipal figurent, alors que c'est illégal, 3 femmes. PE. En 1925, dans le comité de grève, 6 femmes sur 11 membres du comité de grève, à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote en France. Donc on voit très clairement la place que ces femmes ont occupée dans la construction politique, dans la construction de l'identité politique de la ville de Douarn, qui a subi après la Deuxième Guerre mondiale, a également eu sa période de ville rouge, puisque le dernier maire communiste a été battu en 1995. Donc voilà, une identité extrêmement forte, extrêmement liée au territoire. Dans le Finistère, Douarnenez, c'est la ville rouge. Voilà. Même si aujourd'hui, c'est un maire de droite. Ça reste très profondément critique. Donc voilà, nous avons, partant de cette impression qu'il y avait quand même plus qu'une injustice, il y avait une incohérence, nous avons à ce moment-là développé une politique d'approche des publics un peu différente, qui s'inspire de ce qu'on appelle la muséologie collaborative, avec une tentative d'aller vers les différentes populations, pas seulement les femmes, mais toute la population de Douarn. Ça pose une réelle gageure, il y a beaucoup d'enjeux, la difficulté de la prise de parole, la difficulté d'établissement de relations de confiance, la collecter de la parole et construire en diversifiant les points de vue, retraduire sans trahir, enfin toutes ces notions qui mériteraient en fait un sujet en soi. Et je crois que je vais pas tarder à m'arrêter là, puisqu'on me fait signe, simplement en passant rapidement. Ça nous a un peu abouti aussi, nous, à redéfinir notre rôle, plutôt que d'être dans une relation systématiquement heuristique de maître à élève. On a plutôt pris le parti d'échanger des codes de lecture, de fournir des clés de compréhension plurielles, relatives et contradictoires, et d'essayer de s'adapter à une pluralité des discours et des visions. En fait, d'essayer de faire que le musée devienne plutôt un lieu de débat et un lieu de rencontre. Ça s'est traduit par 2 projets. Le premier, l'exposition L'art de fixer les saisons en 2006, qui correspond à une grande exposition sur la conserverie, qui a été élaborée en grande partie avec des personnes âgées, et dont une version réduite s'est installée ensuite au Port Musée de façon permanente, de façon aussi à présenter, à avoir un contrepoint par rapport aux collections de bateaux. Mais on pourrait regretter, malgré tout, qu'il n'existe toujours pas de réhabilitation d'espace d'usine à Douarnenez pour donner à lire ne serait-ce que l'urbanisme et l'architecture de la ville. C'est comme si ce passé industriel, finalement, devait disparaître, absolument, ou devait être caché. Et on a un peu de mal à sensibiliser la municipalité au fait de devoir, au contraire, s'appuyer sur cette histoire pour donner à lire la ville. Et enfin, dernièrement, un très gros projet, le projet Pertré, qui là est allé beaucoup plus loin dans la logique de muséologie collaborative, où on a été jusqu'à travailler avec le service gériatrique de l'hôpital de Douarn. Alors ça peut paraître paradoxal d'essayer de travailler sur la mémoire en travaillant avec des personnes atteintes précisément de troubles de mémoire, mais en réalité c'est particulièrement intéressant et instructif, parce que les personnes atteintes de troubles de la mémoire ont souvent une excellente mémoire lointaine. Et à travers cette expérience, non seulement on a pu collecter, et ils sont désinhibés, donc non seulement on a pu collecter énormément de paroles, c'était en petits groupes d'une dizaine de personnes, ça s'est fait dans plus de 40 maisons de retraite, c'est des heures et des heures et des heures d'enregistrements,
Et ça a une traduction très concrète à travers un catalogue, qui est plus un livre, dans lequel vous avez, c'est à partir d'une collection de photographies inédites, vous avez une analyse scientifique de la photo, photos prises entre 1910 et 1913, et vous avez les témoignages sensibles qui ont été recueillis derrière. Et outre que ça a eu un très gros impact en termes médicaux, après le service gériatrique de l'hôpital, pour nous ça a été une vraie surprise de tout ce qu'on a pu récolter, de cette mémoire enfouie, cachée, et qui tout d'un coup se révèle. Voilà, c'est une expérience pour laquelle en fait on a eu un soutien de la Fondation de France, qui est au titre de Vieillir du programme Vieillir dans son quartier, Vieillir dans sa ville. Et enfin, c'est une expérience qui intéresse beaucoup à l'extérieur, et on doit présenter notamment cette expérience à l'Université de Montréal dans la dernière semaine de février. Voilà. Il existe un mémoire universitaire sur cette expérience, pour ceux que ça intéresse, qui a été soutenu à l'Université de Rennes 2 il y a un mois.